Ok, bonjour à tous. Donc, troisième capsule d'introduction pour ACT 6100, donc de Data Science en actuarial. Je vais basculer directement, je pense, sur mes transparents. Euh, donc, cette fois-ci, je vais faire un petit historique, encore une fois, des méthodes d'apprentissage pour que vous voyez un petit peu, dans un cadre un peu plus grand, comment on arrive à ce qu'on voit aujourd'hui. Okay. Et replacer peut-être aussi des méthodes de régression parce que finalement, c'est des méthodes qui sont assez anciennes, mais qui s'avèrent encore bien marcher. D'accord. Donc, premier point, toutes les discussions autour de la science de données, elles ne sont pas nouvelles. Donc, je vais peut-être lire les slides un petit peu à l'envers. Mais les grandes réflexions qui ont eu lieu récemment, c'est essentiellement Tukey qui les avait eues dans les années 60, où il avait proposé cet article que je vous ai mis ici, The Future of Data Analysis, dans lesquels, en fait, on va retrouver la base de tout, tout ce qu'on voit arriver aujourd'hui sur les notions de modélisation qui seront formalisées de manière un peu plus propre, je pense récemment par Breman. Tous les questionnements sur l'analyse des données datent des 50 dernières années, on va dire, où on voit arriver des réflexions assez profondes. Je renvoie au livre de Nate Silver, The Signal and the Noise, qui revient sur le questionnement même de ce qu'est la donnée, et qui a ce paragraphe relativement intéressant sur le fait que et qu'il faut avoir en tête quand on parlera de sciences de données, c'est que les données ne parlent pas d'elles-mêmes. On va faire parler les données. Okay, on fait parler les données. C'est nous qui leur donnons du sens. Okay. Donc, on n'est pas là pour faire de la magie et pour vous dire, vous me donnez des données, je vais vous sortir des trucs. Il y a vraiment une logique dans tout ce qu'on fera. D'accord. Donc, il y a vraiment un processus de qu'est-ce qu'on veut faire. Okay. Dans le non supervisé, encore une fois, il n'y a pas d'erreur, donc on ne verra pas qu'on se trompe. Okay. C'est juste que typiquement, quand on fera des clusters, si jamais vous commencez à changer vos métriques ou vos méthodes d'agrégation, vous aurez des choses très différentes. Okay. Donc, il n'y a pas de vérité dans la manière d'interpréter nos données. Les choix que vous allez faire sont très importants. Ce sera la même chose quand on fera des méthodes de prévision. Dès que vous changez quelque chose, si vous changez votre métrique, vous ne faites plus des moindres carrés, vous faites des valeurs absolues, vous pouvez avoir des choses très différentes. Donc, la personne qui construit un modèle, elle a une part très importante pour faire parler les données. Okay. Donc, ça va être quelque chose d'important. Box avait repris un petit peu ça dans son idée de logique adducto-déductive. Enfin, je ne vais pas faire de l'épistémologie aujourd'hui, mais qui consiste à dire que je vais apprendre de mes données, je vais construire des modèles, puis je vais les confronter aux données, puis je vais réapprendre. Donc, il y a un mécanisme itératif qui est important. Donc, on n'est pas dans un mécanisme on clique sur un bouton et on a quelque chose qui sort. C'est vraiment construire un modèle, ça prend du temps. Okay. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a eu un gros changement de paradigme ces dernières années, avec deux oppositions fortes. C'est-à-dire l'approche qui était finalement celle qu'on avait jusqu'à présent, qui est cette première culture, cette notion de data modeling. Il consiste à dire que, et je renvoie là encore sur mes slides de la capsule précédente, sauf que je l'avais fait dans l'autre sens, mais on avait des inputs, on a des outputs, et il existe un modèle. Donc moi j'appelais ça un modèle, le Breman appelle ça de la nature, qui permet à des X données de vous associer un Y. Okay, donc on a une espèce de boîte qui permet d'apprendre de ce X pour vous donner un Y. Okay. Quand on faisait des modèles probabilistes, on disait les X et les Y viennent de distribution. Okay. Donc par exemple, Y, ça va suivre une autre Bernoulli, dont le paramètre sera une combinaison linéaire, en tout cas une transformation d'une combinaison linéaire de mes X. On arrive au modèle logistique. Okay, ce serait des modèles de durée, genre un modèle de Cox, le modèle linéaire en fait partie. C'est fondamentalement un modèle dans lequel je comprends ce qu'il y a dans cette boîte noire. Okay. Et la boîte noire, c'est très simple. C'est des modèles linéaires ou c'est des objets qui ne sont pas loin des modèles linéaires. Okay. On est capable de comprendre ce qu'il y a. Il y a une forte notion d'interprétabilité. L'interprétabilité de ce qu'il y a dans cette boîte, c'est fondamental. Sauf que ça se paye. C'est qu'avoir un modèle interprétable, c'est généralement, ça ne me donne pas les modèles qui sont aussi bons que ce qu'on voit apparaître aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on va arriver à une culture qui est celle qui vient beaucoup plus des approches computationnelles, c'est une approche algorithmique, qui consiste à dire, mon but n'est pas de construire un modèle que je peux voir et que je peux comprendre, c'est que je vais demander à l'ordinateur de me trouver le meilleur modèle en itérant, en faisant de l'optimisation dans tous les sens,
pour arriver au meilleur modèle suivant un critère que je vais lui donner. Ça peut se faire sur un prix qui est important. Alors, on va retrouver les arbres de décision, mais les arbres de décision, c'est simple. C'est qu'on connaît très exactement le critère et on voit arriver l'arbre. Donc, l'arbre nous donne une visualisation de ce qui se passe à l'intérieur de la boîte. Le problème, c'est que les arbres sont très instables. C'est que quand on change un tout petit peu les données, vous allez avoir un arbre qui est complètement différent. Ça ne veut pas dire que ça change la prévision, mais en tout cas, ça change la structure de l'arbre. Donc, ce qu'il y a dans la boîte est très sensible à vos données. Okay, donc, c'est un petit peu gênant. C'est un petit peu gênant parce qu'on a une grosse incertitude de ce qui se passe à l'intérieur. Quand on avait un modèle de régression, la plupart du temps, sauf quand on a des outliers, changer un tout petit peu les données, ça ne change pas grand-chose. Okay, là, ça va changer beaucoup. Donc, en tout cas, sur la conception même du modèle, c'est que tout d'un coup, votre variable qui était importante, elle ne l'est plus. Et ça, c'est gênant. C'est vraiment sur le problème de l'interprétation. Le but ici, c'est d'avoir un bon modèle en prévision. Okay, quitte à le payer sur une inconnue complète. Donc, je ne sais pas du tout ce qu'il y a dans ma boîte noire, mais c'est bon. Okay, et c'est vraiment ce qu'on voit arriver, typiquement quand vous avez AlphaGo. Oui, il gagne. Il gagne, mais personne ne comprend trop pourquoi il a joué ça. Okay, donc, c'est vraiment deux philosophies très différentes. Dans un cas, je veux comprendre ce qui se passe et je veux maîtriser mon modèle. Dans l'autre cas, je m'en fous de comprendre ce qu'il fait. Je veux juste qu'il soit très bon. Okay, et ça change complètement la manière de voir la modélisation. Okay, donc, historiquement, effectivement, on était sur cette approche de modélisation, de modèle simple, encore une fois. Je vous renvoie, si vous avez le temps, vers les capsules. J'ai fait une série de capsules pour le STD 5100 d'épistémologie où j'essaie de revenir sur la construction de modèles, sur l'importance des modèles parcimonieux et simples. Okay, ici, on est dans des modèles où on quitte l'idée de simple. Okay, il y a plein de cas pour lesquels ça ne m'intéresse pas d'avoir un modèle simple. Quand je vais sur un traducteur automatique, je ne veux pas savoir comment est-ce qu'il traduit, je veux que ce soit quelque chose qui soit bon. Okay, pourquoi ? Parce que je suis un utilisateur un peu lambda du traducteur et je ne suis pas un linguiste qui essaie de comprendre comment Google ou comment DeepL fait de la traduction. Okay, donc, on est vraiment dans cette logique de est-ce que je veux comprendre ou est-ce que je veux bien prédire ? D'accord ? Donc, on a vraiment deux cultures qui vont s'opposer et qui vont donner lieu à deux communautés qui s'intéressent au même problème, mais qui apportent des réponses très différentes. Donc, ce qu'on avait fait jusqu'à présent à STD 5100, c'était de réfléchir sur ces approches data modeling. Dans cette approche qu'on a dans ce cours STD 6100, c'est de réfléchir sur ces aspects d'algorithmic modeling. Donc, forcément, ça implique des prérequis mathématiques qui sont un peu différents parce qu'il va falloir maîtriser les algorithmes, il va falloir maîtriser un petit peu l'optimisation, un petit peu l'algèbre linéaire. Donc, on a besoin de plus de prérequis en maths pour pouvoir comprendre exactement ce qui se cache dans ces machines qui sont fondamentalement des machines à faire des maths. L'ordinateur, ça résout des problèmes de maths. Alors, au niveau des buzzwords, j'en ai pas parlé quand j'ai fait mon glossaire, parce qu'encore une fois, je voulais faire une capsule qui ne prenne pas 4 heures. On parle de sciences de données, on parle de machine learning, on parle aussi de data mining. Il y a une époque, il y a cet article assez intéressant de Jerome Friedman de 97 qui parle un petit peu de data mining. Voilà. Donc, c'était un terme que vous avez vu passer, qui est plus très à la mode, mais il s'avère que quand on regardait dans son article ce que c'est que le data mining, c'est exactement ce qu'on essaie de faire ici. C'est un processus qui va prendre des décisions avec des gros volumes de données pour détecter des choses qui n'avaient pas été observées. C'est exactement ce qu'on racontait dans le non supervisé. Mais lui, il rajoute plus de choses. Et en gros, ce qu'il rajoute, c'est exactement ce qu'il y a dans le cours. Il vous parle d'arbre de décision, il vous parle de réseau de neurones. Alors, les rule inductions, j'en parlerai peut-être pas beaucoup. On parle de nearest neighbor, donc ça, on le verra quand on fera des classifieurs non supervisés. Okay, on parlera surtout beaucoup d'algorithmes, donc essentiellement d'algorithmes d'optimisation. Okay, et donc, on voit que cette terminologie, elle existe depuis au moins 25 ans. Donc, depuis 25 ans, on voit arriver ce nouveau paradigme. Okay, Jerome Friedman, il était quand même au département de stats. C'est quand même des statisticiens qui se posent la question, mais d'utiliser beaucoup plus l'outil informatique pour faire des statistiques que de faire en gros des maths. C'est que ce qu'on faisait jusqu'à présent, c'était des maths. L'idée, c'est de dire est-ce que je ne peux pas faire de l'informatique ? Il s'avère que faire de l'informatique, ça revient à faire des maths. Mais c'est un autre type de mathématiques que de faire des statistiques. Okay, donc, qu'est-ce qu'on connaît ? On connaît la régression. La régression, si j'essaie de revenir un peu dans le temps, la régression, c'est le gendre. C'est le gendre en 1805 qui introduit ce qu'il appelle la méthode des moindres carrés. Okay, je vous ai mis ici le corps du texte, c'est sur les problèmes d'astronomie, okay, qui consiste à dire qu'on va rendre minimum la somme des carrés des erreurs. Okay, voilà, il a inventé les moindres carrés. Donc tout ça, ça date d'il y a plus de 200 ans. Okay, donc c'est des techniques qui ne sont pas très nouvelles, qui sont arrivées peut-être un peu plus tard en sciences humaines. Okay, donc on voit arriver ça avec Galton et Pearson sur les tailles
la taille du père et la taille du fils, okay, avec cette chose un petit peu particulière, et donc qui est que quand vous regardez la taille du père et la taille du fils, quand vous avez un père qui est grand, le fils, il est grand, mais pas aussi grand que son père. Okay, donc, Galton avait dit, c'est une régression vers la moyenne. Okay, pareil pour quelqu'un qui est petit, si ce père est petit, le fils sera petit, mais pas aussi petit que son père. Donc, techniquement, on a une régression dont la pente est plus petite que 1. Okay, Galton avait dit, je vais appeler ça une régression vers la moyenne. Donc, le terme de régression vient vraiment de ces discussions, donc à la fin du 19e, de Galton et de Pearson en eugénisme. Okay, donc, la régression, c'est vraiment ces méthodes qui datent des années 1800, mais dont le gros potentiel, c'est vraiment les travaux de Pearson autour de 1900. Okay, donc, on est sur des techniques qui sont quand même assez anciennes. On verra, les méthodes d'apprentissage sont quand même un peu plus récentes, essentiellement parce qu'elles reposent sur un outil important qui est l'ordinateur. Okay. La régression logistique, on l'a vu, elle est construite comment? Elle est construite sur l'idée des ratios de cotes. Okay, donc, ce qui a été dit, c'est de dire, je vais supposer que au lieu de modéliser la probabilité de valeur 1, je vais prendre la probabilité de valeur 1 sur la probabilité de valeur 0. Donc ça, c'est une cote. Okay, la cote, elle est à valeur dans R+. Donc pour m'assurer que ma prévision soit bien dans R+, je vais prendre l'exponentielle de ma combinaison linéaire. Et donc on arrive à ce modèle qui dit que la probabilité de valeur 1, c'est jamais qu'une exponentielle d'une combinaison linéaire sur 1 plus l'exponentielle de la même combinaison linéaire. Donc on voit arriver cette régression logistique. La régression logistique, elle vient de manière un petit peu étrange de la loi logistique qui avait été introduite en démographie vers 1850. Okay, mais l'idée de la régression logistique, elle apparaît essentiellement dans les années 1920, avec un parallèle avec la loi logistique qui était connue en démographie. Donc le nom vient de là, okay, mais c'était ça qui était proposé. Donc là, on est en 1920, où on voit arriver les premiers modèles de classification. Okay, donc basés sur cette idée de régression, mais en tenant compte de la particularité du fait que les variables 0,1, ce n'est pas des variables dans R. À peu près à la même époque, donc on a Bliss, okay, donc 1934, qui dit je peux faire un truc un peu différent en disant non pas que j'ai une transformée logistique, mais j'ai un modèle gaussien. Donc ça va être son modèle probit où il dit essentiellement les probas c'est bien, mais ça n'a pas de sens. Une proba de 0,99 versus une proba de 0,99,9, on a du mal à voir la différence. Ça aurait peut-être plus de sens de les transformer, et ce qu'il proposait, c'était de passer sur des quantiles de loi normale. Okay, donc ça, c'était un peu plus intéressant. Donc effectivement, on voit arriver ce modèle probit, qui sera une alternative. Donc là, on est vraiment en 1930, où on voit arriver les premiers modèles de classification, mais basés sur cette idée de régression. Okay, donc on a des modèles qui sont assez anciens, qui marchent bien. En parallèle, on voit donc se développer la stat mathématique. Okay, donc on a Fisher, on a beaucoup de statisticiens qui se posent la question des modèles statistiques. Okay, les modèles statistiques, je renvoie sur un très beau livre de Vladimir Vatnik, qui s'appelle la théorie de l'apprentissage statistique, qui dit que le but de la construction de modèles, c'est de trouver une dépendance fonctionnelle dans les données. Okay, donc, généralement, le statisticien va se donner une famille de modèles, donc, qui peut être linéaire ou pas. Okay, et ce qu'on veut trouver, c'est les meilleurs modèles. Donc, en gros, on va découper en une base. Donc, je renvoie à ce que j'avais fait sur la régression avec des splines. Les splines, ça vous donne des bases de fonctions. Et on veut trouver les paramètres, les poids associés à ces fonctions-là. Et ça vous donne donc un modèle paramétrique que vous pouvez estimer. Okay, on va avoir une hypothèse de loi. Donc, on a quelque chose d'important qui est que les modèles qu'on construit sont fondamentalement des modèles probabilistes. Donc, c'est comme ça, en tout cas, que j'avais présenté les STD 5100, c'est de dire, quand vous faites une régression logistique, vous dites que les Y suivent une loi de Bernoulli et vous faites du maximum de vraisemblance. Un modèle de comptage, vous supposez que les Y suivent une loi de Poisson et vous allez faire de l'estimation du maximum de vraisemblance. En machine learning, ce ne sera pas pareil. Encore une fois, je n'ai pas parlé de loi pour l'instant, j'ai beaucoup parlé de la fonction de perte. Okay, donc, il y a un lien entre la fonction de perte et la vraisemblance, certes, mais je peux définir des fonctions de perte beaucoup plus générales. Okay, et ce que racontait Vapnik, en tout cas, c'est l'importance du maximum de vraisemblance, qui est un bon outil pour faire de l'inférence. Donc, en gros, Vapnik nous dit, pour un statisticien, c'est assez logique de faire du maximum de vraisemblance quand on a des données, de construire des modèles de type de ceux qu'on a vus en STD 5100, et qui arrivent effectivement avec cette philosophie qui est qu'on peut construire, il y a des preuves mathématiques, on peut prouver qu'effectivement, ces approches-là, en tout cas, ça va être asymptotiquement les meilleures méthodes pour construire un modèle qui soit à la fois bon et à la fois simple. Okay, donc cette philosophie, elle était encourageante parce que ça nous permet de construire des manières qui marchent bien et dont on pourrait se contenter.
Donc le point sous-jacent, c'est Fisher, l'idée de faire du maximum de vraisemblance, donc 1912, okay, où il vous dit comment est-ce que je fais pour fitter des distributions. Ben, je calcule cet objet-là qui va être ma log vraisemblance, je maximise ma log vraisemblance, et ça me donne mon estimateur du maximum de vraisemblance. Donc toutes les propriétés, on les connaît, encore une fois, on a quelque chose qui est asymptotiquement efficace, on a la variance asymptotique, on a toutes sortes de choses, donc on a des techniques qui marchent bien. Donc en gros, on pourrait s'arrêter là, mais STD 5100 s'arrête là. On s'arrête à des méthodes qui datent en gros de 1940. Okay, les moindres carrés avaient été proposés par Legendre. La preuve que c'est la meilleure méthode, le meilleur estimateur, c'est Gauss-Markov. C'est là aussi 1930. Okay, donc on a toute la théorie qui date à peu près de cette période-là, donc des années entre deux guerres, dans lesquelles on voit arriver toute la justification de ces modèles de statistiques mathématiques et de modèles de régression. Okay, sauf qu'assez rapidement, le problème de c'est bien en pratique, c'est bien en théorie, mais en pratique, je fais quoi? Et en pratique, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir utiliser un ordinateur. Je vous ai mis ici un article, je vous laisserai le temps de le lire tranquillement, mais c'était une interview de Arthur Earle en 82. Donc Earle avait introduit ce qu'on va appeler l'estimateur Ridge. Donc j'en parlerai un petit peu plus tard, dans les années 70. 1970, on commence à avoir des ordinateurs, mais c'est compliqué. Et en particulier, ce qu'il raconte, c'est que faire des calculs, ça lui coûte cher. Il n'a pas beaucoup d'argent. Et donc, il se rend compte que inverser les matrices, parce que je vous rappelle que quand vous voulez faire l'estimateur du maximum de vraisemblance, c'est-à-dire la méthode par moindre carré, le bêta chapeau, c'est du x-1, x transposé x-1, x transposé y. En particulier, j'ai besoin de calculer cette matrice x transposé x-1. Donc, j'ai besoin de faire un produit de matrice et l'inverser. Donc là, vous allez me dire, c'est facile, je vais sous R, je le fais. En 1970, R commençait tout juste, okay, mais en tout cas, c'est arrivé un tout petit peu après. Mais on n'avait pas grand-chose et les ordinateurs étaient un petit peu préhistoriques. Okay, et surtout, ça coûtait cher. Donc, il le dit ici, voilà, pour inverser une matrice 40-40, c'est compliqué, ça prend du temps de calcul, c'est-à-dire de l'argent. Et ce qu'il avait proposé, c'était des algorithmes pour trouver des estimateurs beaucoup plus simples que ceux qui sont proposés là. D'accord, donc, il y a tout plein de développements dont je parlerai un petit peu parce que c'est quand même important. À partir du moment où on a des méthodes informatiques pour résoudre des problèmes, on peut les exploiter. Donc, c'est en gros ce que disait Earle. Ce que disait Earle, c'est que à l'époque, ça passait pas du tout. Donc, vous avez ce petit paragraphe assez magique qui dit, quand il a proposé la méthode en 1970, la méthode qu'il propose, c'est une méthode de pénalisation. Tout le monde lui est tombé dessus en disant, mais cette méthode, elle ne marche pas du tout, parce que les moindres carrés, c'est le sacré saint. C'est le sacred code. Donc, c'est une vache sacrée, on ne touche pas. Lui, ce qu'il disait, c'est on peut faire un peu mieux. Et je vais vous expliquer comment. Donc moi aussi, je vous expliquerai comment Earle a proposé sa méthode Ridge, en particulier comment est-ce qu'on peut passer de la méthode Ridge à la méthode Lasso, qui est beaucoup plus intéressante. Okay, mais on voit arriver les aspects computationnels de manière un petit peu anecdotique, mais il faut comprendre que fondamentalement, on a des problèmes informatiques, qui est que des fois, cet objet-là, il n'est pas si simple que ça à construire. Quand vous êtes en grande dimension, ce n'est pas si simple, et il n'y a rien de vous dit que c'est vraiment très malin de faire ces calculs. D'accord, donc les aspects informatiques vont être importants. Alors, l'informatique, c'est quoi? C'est en gros, c'est d'utiliser des algorithmes. Donc, les algorithmes, c'est pas nouveau. Les algorithmes, je vous renvoie à ce qu'on fait en école primaire. Hein, quand on apprend à faire le jeu des pyramides de Hanoï, ou même quand vous faites juste le jeu du mastermind, où il faut essayer de deviner, on a un algorithme. On l'a en tête. On se contente de répéter la même chose. Encore une fois, il n'y a rien de. Quand vous jouez au mastermind, encore une fois, si vous ne vous souvenez pas, essayez d'y rejouer. Il ne faut pas être très malin pour jouer au mastermind, il faut juste répéter plusieurs fois la même démarche. Donc un ordinateur peut le faire. C'est ça l'idée de l'ordinateur. C'est à partir du moment où il y a une démarche que je répète et qu'il y a une logique, l'ordinateur va le faire pour moi. Okay, donc on voit arriver toutes sortes d'algorithmes. Je ne suis pas là pour vous faire un cours d'histoire des algorithmes, mais les algorithmes ont été utilisés pour faire des prévisions. Donc en particulier après-guerre, on voit arriver toutes sortes de techniques. Donc on voit arriver les premiers réseaux de neurones dans les années 1940-1950. Okay, avec une explosion dans les années 80. Donc, disons, jusqu'à la fin des années 80, on voit arriver la théorie, en tout cas des réseaux de neurones, okay, sauf qu'on n'est pas encore à l'époque où les processeurs sont très puissants. Okay, donc, on a des techniques théoriques, mais qui ne s'appliquent pas très bien. Ça va exploser par la suite. C'est essentiellement tous les travaux basés sur du gradient-based learning. Donc, ça va être gradient-based, pour ceux qui se souviennent, c'est des notions de descente de gradient. Okay, donc, c'est vraiment des techniques d'optimisation qui sont relativement efficaces. On va voir arriver le deep learning et ce genre de choses. Okay, mais ça arrive tard, essentiellement parce que les développements informatiques sont arrivés tard. Les idées sont arrivées après avoir fait les modèles de régression. Donc, on a la théorie de la régression qui va en gros jusqu'en 1950.
Ensuite, on voit arriver d'autres méthodes qui proposent des techniques un peu différentes, mais qui sont un peu bancales par moment, un peu simplistes, mais qui vont prendre de l'ampleur à partir du moment où on aura des outils informatiques pour les mettre en œuvre. Et ça donnera lieu à toutes sortes de littérature, en particulier sur les jeux. Donc j'avais présenté les algorithmes sur les jeux, mais en fait c'est là-dessus qu'on les teste. Okay, les premiers tic-tac-toe avec du reinforcement learning, c'est dans les années 60. Okay, en 97, vous avez Deep Blue, donc qui bat Kasparov. Okay, donc on commence à avoir des algorithmes qui commencent à jouer aux échecs. On voit arriver l'algorithme de Watson qui propose de jouer à Jeopardy. Okay, on voit arriver les méthodes d'apprentissage pour faire des jeux d'Atari. Okay, on voit du AlphaGo qui propose de jouer au Go. Enfin, on a toutes sortes d'algorithmes qui tout d'un coup battent les humains. Donc tout ça, c'est vraiment au cours des 20 dernières années. D'accord. Donc au niveau de l'histoire, on a l'histoire de la théorie et les succès récents qu'on observe sur des jeux ou sur d'autres choses. Je pourrais parler aussi de tout ce qui est un modèle prédictif qu'on a aujourd'hui, ou d'identification d'images, reconnaissance faciale, traduction automatique, tout ce genre de choses. Okay, donc tout ça naît de cette grande histoire en fait, qui commence avec les modèles linéaires, qui arrive plus progressivement à ces modèles un peu complexes et surtout l'explosion informatique. Donc tout est lié à cette histoire d'informatique. Okay, je vous encourage à lire ce petit article de Hammond en 2015 qui revient un peu sur l'histoire et qui dit en gros la grande différence entre l'IA aujourd'hui et celle des années 40, 60, 70, c'est le fait qu'elle était pensée d'un point de vue conceptuel dans les années 50-70, mais il manquait l'aspect informatique. C'est que l'informatique était encore balbutiant, il n'y avait pas encore les volumes de données nécessaires pour apprendre, et c'est vraiment à partir du moment où on a commencé à avoir des données pour faire de l'apprentissage que tout d'un coup, ces modèles-là ont explosé. Okay, donc c'est vraiment l'informatique qui a fait exploser ces méthodes-là. Donc le learning, alors, je ne vais pas trop rentrer dans le détail sur ce que veut dire ce terme de learning. Il vient de l'informatique. Okay, donc il y a eu un article en 84 sur la théorie de l'apprentissage. Alors l'article est assez abscon, en tout cas quand on ne vient pas de la communauté informatique. En gros, ce qu'on nous dit, c'est qu'un algorithme est apprenant à partir du moment où on a ce mapping entre les inputs et les outputs et que ça marche bien. Okay, donc la notion de programme, d'apprentissage et d'algorithme est très liée à la notion de ce que nous on appelle un modèle. Okay, mais on a toute une théorie de l'apprentissage qui va arriver en informatique. Okay, et donc toute cette théorie, elle arrive essentiellement à des choses que j'évoquerai très rapidement. Moi, je vous parlerai un petit peu des réseaux neuronaux, mais c'est surtout toute l'explosion du deep learning des dernières années. Donc un réseau de neurones, je vous mets ici un exemple de 94. Un réseau de neurones, ça va être des choses qu'on met en input, okay, et qui vous renvoient des sorties en output, okay, avec éventuellement une mesure d'erreur. Okay, donc on voit arriver ici notre modèle, sauf qu'on voit que le modèle il est un peu compliqué. Pourquoi? Parce qu'on va avoir ce qu'on appelle des couches. Notre modèle pour le moment était très simple. Je prends mes données en input, je fais un modèle linéaire, je le mets en output. Ici, en fait, chaque petite boîte est en fait un modèle dans lequel je vais faire des sommes de mes différentes composantes. Donc on crée une première combinaison linéaire de variables, puis une autre, puis une autre, puis une autre, puis on va s'amuser à les combiner plein de fois pour arriver à un modèle qui performe bien. Okay, donc c'est toujours la même chose, le modèle sera bon, mais on va clairement y perdre en termes d'interprétabilité. Okay, donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est cette grande différence entre la notion d'interprétation, qu'on aimait bien dans nos petits modèles linéaires, qu'on va payer par le fait qu'on aura peut-être des modèles qui sont trop simples et qui ne marcheront pas très bien, en tout cas qui pourront facilement se faire battre par des modèles plus compliqués. Mais des modèles plus compliqués, ça pose des soucis. Donc si je veux faire le lien avec l'actuariat, c'est que est-ce que vous êtes prêt à utiliser un modèle de tarification qui sort d'une boîte noire, ou est-ce que vous préférez avoir un modèle dans lequel vous pouvez comprendre ce qui se passe dedans? Le régulateur, dans certains pays, a tranché. En Europe, par exemple, on demande l'interprétabilité des modèles. Donc quand une décision est prise de manière automatique, il faut pouvoir l'expliquer. Donc, soit vous revenez sur un modèle explicable a priori, c'est ce qu'on fait avec les modèles linéaires, soit on vient sur des choses un peu tordues qui arrivent en ce moment, qui reviennent à chercher de l'interprétation dans ces boîtes noires. Okay, mais c'est un autre sujet. Et encore une fois, comprenez bien qu'il y a vraiment deux paradigmes importants entre les modèles linéaires qu'on faisait, basés sur des approches probabilistes du maximum de vraisemblance et ce genre de choses, et les approches qu'on verra dans ce cours, en particulier quand on fera des modèles supervisés. Okay, donc je vais m'arrêter là. On aura l'occasion de discuter tout ça au tout premier cours où je fais la présentation un peu générale. Donc là, vous avez une espèce de point de vue général sur tout le cours. On discute et ensuite, je repose les bases avec les compléments de maths et ensuite, on pourra mettre tout ça en œuvre dans nos problèmes de prévision et de visualisation de données. Ok, donc j'arrête là et on se voit très bientôt.